Partons à présent à la découverte d'une femme, Germaine Le Goff. Si vous suivez ce journal depuis la Guinée, le Sénégal ou encore le Bénin, peut-être, sans doute, même connaissez-vous son nom, celle d'une éducatrice en Afrique. C'est d'ailleurs le titre de votre livre, François-Xavier Freland. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et écrivain. Dites-nous, qui est donc cette femme qui s'est véritablement forgé un destin en sautant dans le vide, en passant de sa Bretagne natale vers le continent noir, et on est là au lendemain de la Première Guerre mondiale. Oui, c'est une fille de pêcheur de Douarnenez, port de Sardinier, qui a grandi dans un milieu extrêmement modeste, fille de la République, qui a eu la chance de devenir institutrice, école normale de Vannes. Et puis, après un chagrin d'amour en 14-18, elle s'ennuie un petit peu dans les écoles bretonnes. Elle n'a jamais quitté sa Bretagne natale. Son deuxième mari lui propose, avec des cousins qui sont de passage et qui viennent du Congo, de tenter le grand saut vers l'inconnu, c'est-à-dire vers l'Afrique, les colonies à l'époque. Elle se laisse tenter et ils partent en 1923 sur un bateau qui les emmène à Dakar pour un poste au fin fond du Mali, enfin au fin fond, au cœur du Mali, que je connais bien, à Djenné, cette extrêmement belle ville, avec sa mosquée quasiment millénaire, pour créer les premières écoles françaises. On est donc juste au tout début du siècle dernier. Et je vous interromps pour voir un extrait de votre documentaire, parce que ce livre a donné également lieu à un documentaire sur Germaine Le Goff. Ça, c'est bon. Ça, c'est vrai. Je suis restée africaine universelle. Authentique. Authentique. L'histoire que je vais vous raconter commence ici, au tournant du XXe siècle. Germaine naît à Douarnenez en 1891. C'est alors un des ports de sardines les plus dynamiques de cette Bretagne. Son père, Nicolas Le Bihan, est marin-pêcheur. Il part longtemps dans les vagues au loin. Sa mère, Philomène, est femme au foyer, couturière à ses heures, pour arrondir les fins de mois. C'est aussi là qu'ont lieu les premières grèves de femmes en France, les pennes sardines, des ouvrières qui travaillent aux conserves de poissons et revendiquent des hausses de salaire. Le climat est plutôt hostile malgré l'extrême beauté des paysages. Germaine Le Goff embarque en 1923 à Bordeaux sur le navire Belles Îles, direction l'Afrique. Pour ce long voyage de 23 années qu'elle fera en Afrique, François-Xavier Freland, c'est une femme qui finalement s'est toujours trouvée des deux côtés du miroir, à la fois du côté colonial et du côté de la société africaine. Il y a une phrase qu'elle dit, surtout soyez fiers d'être une femme africaine en fait. Ouais. Elle n'avait pas du tout envie d'occidentaliser la femme africaine. Pas du tout, et ça ce sont les Le Goffiennes, elles s'appellent comme ça entre elles, c'est-à-dire ces anciennes élèves de l'école normale de Rufisque, puisqu'elle a créé la première école normale d'institutrices de tout le continent africain en 1938, qui me l'ont dit, c'est-à-dire qu'elle les décomplexait à l'époque où évidemment le système colonial était plutôt assimilateur et ne mettait pas en avant les cultures locales. Eh bien, ces jeunes filles qui arrivaient des quatre coins quasiment de l'Afrique, eh bien, retrouvaient en cette Germaine Le Goff quelqu'un qui leur disait surtout, eh bien voilà, soyez fiers, vous avez une civilisation, vous pouvez construire quelque chose demain pour votre continent, pour votre Afrique. Et surtout, elle avait déjà, je crois, cette femme Le Goff, cette institutrice, eh bien, elle était un petit peu visionnaire. Elle voyait bien que quelque chose n'allait pas et que quelque chose allait s'ouvrir. Et elle savait que les femmes africaines instruites auraient leur mot à dire. Est-ce que vous diriez qu'elle est jusqu'au point d'être allée jusqu'aux bases même du féminisme en Afrique ? Je crois que sans le vouloir, parce qu'à l'époque, c'était pas encore tout à fait à la mode, même si on voit qu'elle vient quand même de Douarnenez, qui est un des hauts lieux du féminisme français, les pennes sardines. Elle voyait bien, je pense qu'elle était une femme qui avait été marquée par la guerre 14. Vous vous souvenez que les femmes avaient travaillé aussi aux usines. C'est une femme qui s'est débrouillée toute seule très vite. Elle était issue d'une famille de 10 enfants. C'est elle qui portait la culotte, si je puis dire, depuis toujours. Et donc, c'était une femme très libre et qui, je crois, avait envie de transmettre ça que dans ces pays où on voyait pas toujours
toujours d'un bon œil. D'ailleurs, souvent, hein, ces premières résistances étaient dans le milieu local. On ne voyait pas toujours d'un bon œil les petites filles qui sortaient de la case pour aller à l'école française, laïque, et devenir peut-être un peu trop indépendante. C'était une femme libre, elle-même voulait une école libre, sans aucun sectarisme, où l'enseignement également ne soit pas religieux. Par contre, elle acceptait des femmes venant de toutes les religions. C'est devenu un modèle, en fait, pour l'AOF à l'époque. Alors, en plus, vous voyez, on est vraiment dans l'universel, c'est le titre, hein, on est dans les droits de l'homme, hein, on est dans ce que la France a peut-être eu de mieux et de cher dans le monde, c'est-à-dire cette révolution, ces idées des Lumières. Et elle était extrêmement empreinte de tout ça. Et pour elle, ça allait de soi qu'elle était en train d'essayer de transmettre ces valeurs qui sont des valeurs aujourd'hui universelles pour faire en sorte que ici, au Sénégal ou ailleurs, au Bénin ou même en Bretagne, on ait à peu près la même perception et les mêmes, comment dire, on respecte autant la religion, la couleur de peau que n'importe où. C'était une volonté vraiment de transformer la société, mais de manière ouverte, c'est-à-dire qu'elle ne s'imposait pas. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle leur disait d'abord, vous avez des choses à m'apprendre, je dois apprendre de vous. Oui, elle était très humble finalement face à ses élèves qui l'appréciaient également, et c'est merveilleusement écrit dans votre livre. À la fin de votre documentaire, parce que je le disais, il y a un livre, il y a un documentaire. Vous posez une question, la voici, à Dakar, que reste-t-il de ces pionnières de l'universel en Afrique de l'Ouest? Est-ce que le message des logophiennes de Germaine Le Goff, justement, perdure? Alors, ce n'était pas la seule, hein. Il y a eu d'autres personnalités qui ont transmis ce message, d'autres femmes d'ailleurs. Mais enfin, c'était la plus importante, comme vous l'avez dit tout à l'heure, reconnue, on va dire, par la bureaucratie coloniale de l'époque, et même française. Hein. Elle a pu créer son école grâce à Blum, hein, qui était quand même le premier président Front Populaire. Des idées un peu modernes. En fait, c'est sûr qu'aujourd'hui, les choses ont changé. L'Afrique, on sait, il y a évidemment un rapport délicat à l'histoire, et notamment à cette histoire coloniale. Donc, je pense qu'elle savait que, de toutes les manières, elle était là pour quelque temps, qu'elle allait essayer de transformer les choses, mais que peut-être les traditions allaient reprendre la main. Et c'est ce qu'on voit un peu partout, peut-être malheureusement. En tout cas, c'est simplement un passage que vit l'Afrique aujourd'hui. En tous les cas, je peux vous dire qu'à Dakar, elle est encore assez célèbre. Elle a une école qui porte son nom. À Dornenay, il y aura peut-être bientôt une rue. Vous voyez, elle est en train de sortir de l'oubli. Merci beaucoup, François-Xavier Freland, de l'avoir mise, vous, en lumière, à nos téléspectateurs de TV5 Monde, à l'école de l'universel Germaine Le Goff, une éducatrice en Afrique, et un documentaire que vous pourrez suivre prochainement sur TV5 Monde également. Et puis, il y a des signatures à Paris également, donc n'hésitez pas à lire ce livre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir